Les amis, c'est la deuxième partie de ce Wingmaster débrief exceptionnel avec Jean-Claude Bétan. Salut Jean-Claude. Oui. Merci d'être encore là. Voilà. Tu nous as expliqué dans une première vidéo comment le parachute de pente était né, le vol de pente, comment tu as eu l'idée là de te jeter à Mieuxy de la falaise pour voler, pour remplacer l'avion ou l'hélico. Maintenant, dans cette vidéo-là, j'aimerais qu'on parle un petit peu du matériel, parce que effectivement, à l'époque, vous avez utilisé les parachutes que vous aviez dans l'avion, quoi. Vous les avez sortis de l'avion et là, vous avez volé avec. Comment on en est arrivé au parapente? Tu nous disais dans la première vidéo que quand la première fois que tu t'es lancé, tu as pris les commandes, c'était pas constitué comme un parapente. Qui et comment vous avez travaillé, avec qui? Alors tu m'as parlé d'une société suisse qui sont parmi les premiers à y avoir pensé. Comment ça a évolué du parachute au parapente dans ces époques-là? Pour décoller, ben, évidemment, on prenait des commandes. Des photos, il y aura des photos dans le livre, on n'a que les commandes. Et c'est en voyant à Grenoble, on avait fait une séance de saut. Et il y a un gars qui avait sauté un peu sous la pluie. Et puis en sortant comme ça, moi j'avais plié, donc je sors devant la salle de pliage et je vois un gars qui prend sa voile par les avants et qui la sèche comme ça. En tirant au sol, en courant en arrière. Je me dis, mais voilà, il suffit de prendre les avants, faut la monter avec les avants. Et c'est comme ça que c'est parti. On a mis ça en place et on a tout de suite... Vous avez fait ça après les décollages, ça se faisait avec les avants? Ah ben oui, comme maintenant. Oui, comme maintenant. Voilà, et ça, c'est la révélation. C'est des petits détails, mais c'est la révélation de voir quelqu'un. Et peut-être qu'on l'avait fait nous aussi, tirer la voile par les avants pour la sécher, puis on n'a pas fait le rapprochement que ça levait la voile. C'est possible, j'en sais rien, je me rappelle pas. C'est tellement facile et puis... maintenant, c'est sûr. C'est assez fou. Il s'est passé plein de choses. Et comment de cette voile de parachute, on en vient petit à petit au parapente? Est-ce que il y a d'un autre côté des gens, alors je te parlais de la Suisse, tu m'en avais parlé, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à améliorer ces parachutes parce qu'ils ont commencé à voir? Comment ça se passe? Non, ça se passe que on améliore les parachutes plutôt, c'est-à-dire les voiles au lieu de 7 caissons comme on avait nous, viennent 9, 11 caissons. Il y a des voiles américaines, notamment une voile qui s'appelait la Unit 4, qui était déjà plus allongée, en parachute je parle, plus allongée et elliptique déjà, donc ce qui vole mieux. Et ça volait déjà mieux, on gagnait un peu en finesse avec ça. Et les parachutes devenaient plus performants, de plus en plus performants dans le plané, dans tout. En même temps, ils commençaient le saut en tandem en Amérique. Et là, des moniteurs en France, comme Jean-Claude François, que je connais bien, lui, il était dans les premiers moniteurs tandem, mais eux, ils avaient le matériel pour sauter. Ils avaient des voiles Mictimac, ces glide pass qu'ils fabriquaient, des 38 mètres carrés déjà. Mais on s'est dit, mais voilà ce qu'il faut, puis on va le faire en parapente, en vol de pente, en parachute de pente, on fait ce qu'on veut, quoi. Et puis ça s'est passé comme ça. On a commandé un équipement aux États-Unis. On avait un gars qui bossait à Swissair qui a été nous le récupérer et on a commencé directement avec du matériel de parachutisme, le biplace. Il fallait qu'il ait confiance, le gars. Mais ça marchait, C'était pas performant, mais ça marchait. Ça marchait comme le saut en tandem. On avait les mêmes trucs qu'on était dessous. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et en même temps, en fin 84, on vient à La Réunion. Donc là, le parapente n'est toujours pas inventé. On est d'accord que la structure, c'est toujours des parachutes. Voilà, en 84, on vient, à l'initiative du Paraclub Bourbon, ici, de Johnny Jourdain, des parents à Loïc Jean Albert, à Garanja, tous ces gens-là nous étaient parachutistes ici, expérimentés. Et Johnny Jourdain, moi je l'ai connu en 84 à La Réunion, on volait à Piton Rond, mais avec des parachutes. On était toujours dans des parachutes. Puis quand on partait, comme ils en avaient besoin, ils nous reprenaient le matériel, on repartait toujours à vide. Voilà, ça a commencé comme ça la Réunion, 84, avec le Paraclub Bourbon. Donc là, on est au final entre Mieuxy et la Réunion, on est sur des bons spots. La Réunion, c'est quand même un endroit mythique aussi. Ça pouvait voler qu'à Piton Rond, la plaine des Palmistes, parce qu'il y avait un tremplin delta. Je me rappelle une anecdote, on est venu ici, au 800. Les deltistes, Rioux, Girard, tous les deltistes de l'époque ici, nous ont dit, venez, on va vous montrer notre site de delta. On est monté, je me rappellerai toujours. On est arrivé au décollage, Gérard Rabosson, il a dit,
Elle est où la rupture? Mais vous l'avez parlé bien. Il a dit, ah, mais il n'y en a pas. Il a dit, moi je descends même pas de la voiture. On n'est même pas descendu. C'est vrai qu'on ne connaît pas ici, c'est plat. C'était impossible, c'était impossible de décoller, impossible. Mais il y a eu des anecdotes. Après, quand je faisais mes stages et tout, on avait des voiles de parapente, mais les premières n'étaient pas très performantes. Ouais. Je me rappelle un paraclub d'Annecy qui était venu. Le moniteur du bas, il appelle le moniteur du haut, j'étais à côté, il lui dit bon, tu vas pouvoir décoller. Il dit ouais, mais c'est vachement plat. Hein. Il dit mais il y a Jean-Claude qui m'a envoyé, on va voir ce que ça donne. Ah ouais. Il connaît mieux que moi. S'il y avait Jean-Claude, c'est bon. Ici, il connaît mieux que moi. Si ses élèves passent, ça va être bon. Mais il y en avait les kékés qu'il y a là derrière. Ouais. Il y en a qui les ont mangés. Il y en a quelques-uns qu'on a fait au début. C'était affolant. Alors voilà, pour revenir à fin 80, après on passe en 85. 85, oui. Laurent de Calbermaten, le patron d'L2K, L2K à Morges, il fabriquait des voiles de bateau. Donc là on est en Suisse, L2K, Morges, c'est en Suisse. Oui, tout à fait. Il est venu à Mieuxy, il a pris un Stratocloud qu'on avait, c'était des voiles que la fédération nous donnait, quand elle s'était réformée pour le saut, elles allaient pour le vol de pente. Tu vois, elles marchaient bien, elles marchaient. C'était pas performant, mais on avait que ça, on n'avait pas le choix. Tu vois, on ne pouvait pas acheter des voiles neuves pour faire du vol de pente. Alors elle passait d'abord par le saut, puis après elle venait au vol de pente. Et là, il a travaillé tout l'hiver dessus. Et puis au printemps 86, il avait sorti le premier parapente, la randonneuse. Ça, le premier parapente, c'était la randonneuse. C'est le premier parapente au monde. Oui. Moi, c'est les moniteurs qui l'ont testé. Et qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au parachute de l'époque? Ah, mais c'était la même conception, si tu veux. Mais le tissu avait une porosité zéro, c'était de la voile de spi. Un parachute plié était tout petit. Nous, on avait toujours des petits sacs avant. Quand il a amené le sac, il était haut comme maintenant, quoi. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Puis le bruit du papier, le bruit de la voile, tout ça. Moi, j'ai dit, ah non, faut faire gaffe, on va pas toucher ça. Au début, j'étais sur les pattes de derrière. J'étais pas rassuré. Voilà, ça s'est passé comme ça. Là. Après, ils ont fait... Et donc, tu as volé avec ça, les premiers, et ça s'est bien passé, quoi. Et ça planait vachement mieux. Oui, on gagnait beaucoup en performance. Ah, oui, ça marchait bien, c'est sûr. Et après, il a fabriqué 9 caissons. Et je crois que c'est avec cette voile que Jean-Marc Boivin a fait l'Everest. Ok. Voilà, ça a été ça a été vite. Il est allé à l'Everest, il a décollé avec, c'était bon, quoi. Et là, il y avait déjà, on va dire, les caissons, donc la même structure que les parapentes d'aujourd'hui, des commandes, des suspentes, des élévateurs en Au début, série. il y avait 2 élévateurs, peut-être que la randonneuse en avait 3, mais je ne me rappelle plus, ça je peux pas. Mais c'est clair qu'après, ça s'est amélioré, quand il y a eu les constructeurs, parce que le premier constructeur français, c'est ITV. ITV, c'était Dumont qui était le patron. Il y avait Amiel, Paul Amiel. Eux, ils ont fabriqué le premier parapente français, s'appelait l'Astérion. Il y avait l'Astérion 8-20, 9-20 et 10-20, je crois. C'était le premier chiffre, c'était le nombre de caissons, et le 20, c'était la surface. D'accord. Donc c'était assez facile. Oui, l'Astérion a été le premier parapente français. Et est-ce que vous, à cette époque-là... J'espère que je ne me trompe pas. Oui, on regardera dans le livre, dans ton livre que tu donnes les bonnes infos. Dès que quelqu'un contestera, on vérifiera. Dans les commentaires, si vous contestez. Est-ce qu'à cette époque, vous, tu as ton mot à dire, j'allais dire, est-ce qu'on te demande des conseils? Est-ce qu'on te fait tester les voiles? Parce que maintenant, aujourd'hui, il y a des testeurs de voiles, etc. Est-ce qu'on t'amène ces voiles-là qui n'ont jamais volé? Ou est-ce qu'elles ont été testées par d'autres avant? Ou est-ce que vous prenez... Vous avez une part active en disant, tiens, si tu faisais comme ça, ça améliorerait? Je pense qu'elles étaient testées avant. Puis nous, quand on voyait une voile nouvelle et tout, moi c'était les moniteurs. Qui allait, quoi? Non, pas forcément moi. C'était surtout... Pas casse-cou quand même à ce point-là. Pas trop après. Mais souvent les moniteurs étaient tellement contents qu'ils ne demandaient peut-être pas toujours mon avis non plus. Mais la randonneuse par exemple, elle a été beaucoup testée chez nous. C'était Patrick Fouminet, qui n'est plus là non plus, et Serge Tuaz, qui les ont vraiment bien secoués. Voilà, ça c'est sûr. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Puis après, il y a eu des constructeurs. Après ITV, il y en a eu d'autres. Edelweiss, JPL, Maury qui est arrivé. Il y en avait plein après des constructeurs. Il y en a qui s'engouffraient dans la brèche, ce qui est normal. Il y avait un marché, un gros marché. Ils voyaient de plus en plus de gens faire cette activité. Puis ça volait déjà sur Saint-Hilaire. Il y avait déjà des choses qui se mettaient en place. Ça, c'était les années 86. Puis la FFVL était rentrée dans la danse. 85, le premier stage organisé pour la FFVL, c'était à Mieuxy. Du temps de Bourdessol, Julien, il y avait Bouillou, il y avait Jardin, tous ces grands noms du Delta qui étaient venus faire un stage. Ils avaient un car et tout. On avait fait pour eux.
Et là, tu nous en as parlé un petit peu rapidement dans le premier épisode. On te propose, toi, carrément, de venir t'occuper du parapente en France, d'intégrer... ouais. Ah oui, j'étais... C'est quoi, d'intégrer un club, de gérer un club? J'étais salarié. D'accord. De quoi, du club des Choucas? Le club des Choucas. Ouais. Qui est le plus gros club à l'époque de parapente. C'était le seul. Le seul, ok. Moi, je suis passé professionnel le 2 mai 84. Voilà. J'y étais déjà depuis pas mal de temps, mais officiellement, mon salaire c'était mai 84. Okay. Ceci dit, la première saison, 84, je crois que le mois de juin 84, ça a plu tout le mois. Ah oui, dommage. Il faut chercher dans les archives de la météo, mais il pleuvait tous les jours. Toi, tu as été un des premiers, si ce n'est le premier moniteur de parapente, sans avoir été formé vraiment. Voilà. Quoi. Tu as appris sur le tas et tu as aidé les autres moniteurs. Mais il y avait déjà en France beaucoup de gens qui travaillaient, à la FFP je parle, qui travaillaient déjà dessus depuis un moment. Michel Sartre notamment, avec le colonel Tournier, ces gens-là bossaient surtout sur la partie, comment on va dire, administrative de tout ça. Là-bas, eux ont fait un gros travail. Il faut reconnaître que là, ils ont été forts. Et toi, tu as travaillé sur la pédagogie, on va dire, sur la transmission de comment on faisait. Même pas. Pas plus que les autres. Non, moi, tu as fait ton taf, quoi. Moi, surtout, il fallait diriger cette école. Il y avait beaucoup d'élèves qui passaient, il fallait toujours être sur le terrain et tout, j'avais pas trop le temps. Il y a des choses que je laissais en arrière, c'est sûr. Ça, c'est des gens comme Michel Sartre ont bien beaucoup fait pour ça. Oui, il faut reconnaître, dans l'idée de créer des monitorats et tout, ils ont beaucoup fait. Moi, j'allais des fois j'étais juge dans des examens en Alsace, en Auvergne, je faisais le déplacement pour aller voir. Quand Jeunesse et Sport a décidé des brevets d'État équivalents, avec Michel Sartre, ça a été bien réparti. La FFVL en a eu 10, nous on en a eu 10 à la FFP. Moi, j'avais peut-être pas tout à fait les 10, donc... Voilà. Il y a quelques-uns qui l'ont eu. Il y en a qui ont été à la FFVL parce qu'ils avaient des moniteurs Delta pour les attribuer. Donc ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. C'est ça qui est rigolo, j'allais dire entre guillemets. C'est effectivement, l'activité est nouvelle, il n'y a pas de moniteur, il faut bien créer des gens qui vont structurer tout ça et transmettre la pédagogie. Il fallait créer quelque chose pour être vraiment dans les clous. Mais c'est fabuleux. Bon, moi, comme les autres, j'ai eu par équivalence ce brevet d'État. Mais ce qui me fait drôle, c'est que maintenant, je suis un des derniers à être encore dans le coup, à faire encore 300 baptêmes par an, 400. Oui, alors étonnant, je ne t'ai pas présenté, ni à l'épisode précédent, mais ni dans cet épisode, mais on peut le faire maintenant. Dis-moi ton âge, Jean-Claude. 75. 75. Malheureusement, enlevez le demi. Tu voles toujours, tu viens à La Réunion faire des biplaces, aider ton fils qui a une école de parapente, un club de parapente pro ici. Voilà, donc c'est chouette, ça te plaît toujours autant? Moi, toujours. Alors, attends, je réponds pas à cette question. J'ai une question de Jérôme que je vais te faire écouter dans l'épisode suivant. Justement sur tout ça, pour parler de l'évolution du matériel et du parapente. Juste encore quelques mots sur le matériel. Est-ce qu'il y a un moment où il y a un regret, dis-moi oui ou non, toi et les autres avec qui tu étais à l'époque, de ne pas avoir déposé quelque chose? T'imagines aujourd'hui si tu avais déposé le nom parapente ou déposé la création d'une voile, peut-être tu serais milliardaire parce que tu étais le premier à le faire. Malheureux. Est-ce qu'il y a un moment, vous avez jamais eu l'idée de ce truc c'est nous qui l'avons fait, on le dépose, ça nous appartient? Non. Toi, tu le revendiques comme ça, mais c'est un truc libre, tu étais content d'y participer. Non, j'ai jamais pensé à ça. C'est pas l'américaine, quoi, je veux dire. Parce que le mec qui va avoir une idée, il va aller bim, c'est pour faire du business. Non. L'idée c'était pas d'en faire un business. Pas du tout. Un business si, pour en vivre. Oui. Mais pas un business pour gagner beaucoup d'argent. Non. C'est pas. Je suis pas matérialiste à ce point-là. Je ne saurais même pas qu'en faire. Et t'as pas de regret à ce niveau-là? T'as pas eu l'idée, t'as pas eu l'envie de créer une voile à un moment, de dire moi j'aimerais créer ma voile? Je suis pas concepteur du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. J'apprécie le bon matériel. Je suis revendeur Advance, mais
parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va peut-être pas passer. Non mais les autres sont bien aussi, mais on va dire pour toi, Advance c'est super qualité. Dans tout, l'organisation, le matériel, c'est parfait. La précision suisse, quoi. Oui, c'est exactement. Ouais. Moi je suis moitié suisse alors. C'est ça, mais ouais. Ma mère est suisse. Ta mère est suisse, t'habites à côté de Genève, ça va, on comprend. Quand la bascule dont on a parlé, et on va revenir sur ça, 84, 85, 86, là où les premières voiles de parapente arrivent, tu sens qu'il y a une vraie bascule dans l'activité, dans la pratique, il commence à y avoir des clubs. Tu crées même un club avec à La Réunion, avec on en parle avec John Jourdain aussi. On n'a pas du tout l'optique de maintenant. C'est drôle, les clubs secrets, ça permet de faire voler des gens de partout, mais il n'y a pas cette optique de faire du nombre et tout, je sais pas, je vois pas. On voyait pas. Les voiles étaient performantes, tant mieux, tout le monde en bénéficiait, c'était bien. À l'époque, ça s'appelle pas vol libre, parce qu'on dit aujourd'hui vol libre, c'est la liberté, etc. On l'associe souvent par extension. Est-ce qu'il y a cet esprit-là quand même de c'est génial de voler, il y a cette liberté d'être dans les airs, il y a un truc incroyable. Les premiers vols à Mieuxy, il y avait un médecin fédéral, Richard Trinqui, qui avait volé une fois 35 minutes sur la falaise à Mieuxy. Tout le monde en parlait, on parlait que de ça. Puis tous les jours, il y en a un qui faisait un peu plus, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, ça parlait que de ça, record. Je me rappelle avoir fait un vol au Salève avec un Foy 180, un Foy 252, mon parachute de saut, avoir décollé puis être monté au-dessus du décollage. Il fallait déjà que ça souffle, parce que vu les performances que j'avais, c'était proche de rien, quoi. Et ça m'avait plu, j'ai dit c'est bien, on voit le décollage dans le saut depuis dessus. Non, mais et ça, t'imagines pas à l'époque, quand tu descends, que tu allais pouvoir exploiter justement les ascendances, c'est pour ça que la FFB a beaucoup apporté dans tout ce qui était météo, aérologie. Nous, on n'y connaissait pas grand-chose. On arrivait sur un terrain, on voyait, il y a du plafond, il y a moins de 7 mètres devant, on saute. C'est ça. C'était ça. On ne s'occupait pas des hautes pressions, basses pressions et tout. Non. Du coup, est-ce que tu as appris beaucoup de choses là, dans cette histoire de vie, j'allais dire, entre faire du parachutisme où tu en faisais en version compétition, où d'un seul coup, cette activité se transforme vers le parapente? J'imagine qu'il y a une somme de connaissances incroyable. C'était vachement complémentaire, je trouve. C'était bien, de faire les deux. J'ai des souvenirs... J'ai plus de souvenirs en parachutisme parce que j'ai fait un bon niveau. J'étais en paraski, j'ai eu la chance de faire un premier championnat du monde avec Joël Youth, aussi décédé malheureusement. Mais ça, c'était une vraie passion. Passer du temps avec ces gens-là, c'était bien, c'était vraiment ce que j'ai fait de mieux. Et le parapente, tu n'en as jamais fait en compétition? C'était autre chose. Je me suis un peu amusé à faire les championnats de précision d'atterrissage en parapente. J'ai beaucoup de mal à me poser debout parce que j'ai pas l'habitude. Alors, dès que tu mets une main par terre, tu te prends 5 mètres, ça fait beaucoup. Mais par contre, là-dedans, il y a des gens d'une sympathie. Cathy DeVos, extraordinaire. Son mari, Pierre, fou. Là, j'ai vraiment des amis. Là-dedans, j'ai des vrais amis. Des belles expériences, des belles rencontres. Et surtout maintenant, à nos âges, on ne va pas quand même faire les cacous. Exactement. Bon, super intéressant. Merci Jean-Claude pour cette deuxième partie. Je vous rappelle, vous pouvez voir la première partie où Jean-Claude nous explique vraiment les débuts du vol de pente, du parachute de pente. Allez voir cette vidéo. Et puis la suite dans une troisième vidéo où on va parler de l'évolution de cette pratique, de ce sport. On se dit à très vite.